Attention, je passe en live. Hein. Comment on fait pour retourner le... Ok. Super. Moi, je veux juste retourner la caméra. Bon, si quelqu'un peut me dire comment on fait pour retourner la caméra, ça serait cool, parce que je ne sais pas comment on fait. Alors, je suis en train de partager le live. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais le live sur TikTok comme ça. Donc, voilà. Je cherche... Alors, attendez. Becky. Je cherche mes modératrices pour commencer. Voilà. Voilà. Alors. Donc, je ne sais pas comment on retourne la caméra. Donc, voilà. Ça va être super pratique. Je lance en même temps sur Facebook, puisqu'Instagram... Je ne peux pas. Bon. Alors, je suis désolée, vous êtes de l'autre côté et je ne trouve pas comment on retourne cette fichue caméra. Ça va être super. Ça commence bien. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc j'invite déjà Olivier à monter. Bonjour Olivier, je suis désolée, mais je suis perdue, ils ont tellement... Voilà, Olivier est là, donc ça va le faire. Mais je trouve toujours pas comment faire pour retourner la caméra, donc... Et moi, je ne voilà. comprends pas comment on allume. Ah si, ça doit être là, comment on allume. Voilà. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Voilà, et B. Normalement, Voilà. pourtant, j'avais allumé la caméra. Moi, je l'ai. Ouais, en fait, il faut que tu appuies au milieu et tu vas voir le petit truc là qui se retourne. Oui, c'est ça. Mais je suis dessus. Donc, le son, apparemment, ça fonctionne. Mais la caméra, alors moi, quand je l'allume de mon côté, je me vois. Et par contre, sur le live, ça marche pas. Alors, attends, peut-être enregistrer. Alors, Voilà. voilà, bonjour Olivier. Bonjour. Bon, Bonjour alors, Isabelle. apparemment, sur Facebook, ça ne veut pas non plus. Voilà. Ah si, ça y est, ça y est. Oh, on va y arriver petit à petit. On va y arriver. Alors, je suis un peu surexcitée parce que moi, je sors de la salle, je viens de manger, donc j'ai une pêche d'enfer. Voilà. Alors, on va retourner la caméra ici aussi. Voilà, comme ça, je suis vraiment en face cam. Donc, je pense que c'est la première fois qu'il y en a certains qui me voient. Bienvenue à tous. Donc, on est là pour... je vais t'inviter aussi, Olivier. Tu es sur Facebook ou pas? Oui, mais je suis pas connecté en même temps là du tout. Et après, Non, d'accord, ok. après j'ai une page. Non, par contre, m'invite pas sur mon profil perso. Après, c'est une Ouais, page, mais ouais, sur ouais, la je page, je sais. suis pas sûr de pouvoir faire des lives. D'accord, ok. Bon, on va rester comme ça et puis on va voir si ça va décoller sur Facebook. Pour le moment, ça rejoint surtout sur Instagram. Sur TikTok, TikTok. oulala.
On va y arriver. Voilà. Bien, alors bienvenue à tous. Donc, je pense qu'on a nos modératrices qui sont présentes. Donc, ben, écoute, je t'ai invité, je vous ai invité, je sais pas si on se dit tu ou vous. Bon, on va se tutoyer, ça va peut-être être plus simple. D'accord. Donc, je t'ai invité parce que bah, j'avais envie que tu parles de la magie des crânes, qui, j'avoue, quand je suis rentrée dans cette maison des crânes, j'ai été complètement pas bouleversée, mais ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une ambiance très particulière et puis tous ces crânes partout. Voilà, si vraiment vous êtes en Aveyron, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Olivier pour aller visiter cette maison. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Voilà, et bah écoute, je te propose de prendre la parole et puis d'expliquer un petit peu ce que c'est que les crânes. Voilà. Ouais. Donc, Alors, bah, déjà, merci pour ton invitation. Alors, je précise bah, que pour moi, c'est la première fois que je fais un live sur TikTok. J'en ai déjà fait pas mal sur YouTube. Maintenant, effectivement, c'est un TikTok est un réseau social sur lequel je suis présent, mais où j'ai pas forcément une activité énorme. Donc, c'est l'occasion aussi pour moi de découvrir cet outil-là et de partager un temps avec toi, puisqu'on se connaît depuis, alors, en direct depuis peu, puisque tu es venu effectivement visiter la Maison des Crânes récemment. On avait eu l'occasion d'échanger à deux, trois reprises précédemment. Donc, je suis ravi d'être là et puis de participer à l'expansion de ta chaîne et du beau projet que tu as autour de moi, c'est la Maison des Crânes et toi, c'est la Maison des Sorcières. Donc, voilà, on est dans le domaine de la maison. voilà, c'est ça. Donc, bah, merci aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ça va peut-être être pour elles l'occasion, bah, effectivement, de découvrir un sujet qui est alors très connu par ceux qui sont dans le domaine et en même temps pour le grand public souvent assez mal connu, puisque moi je vais vous parler de ces petits objets. Voilà. Donc là en fait vous avez, alors j'ai pris volontairement celui-ci. Donc celui-ci vient du Mexique. C'est un crâne en terre cuite, hein, donc c'est pas encore un crâne en cristal. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et très souvent pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire des crânes, on a tendance à voir dans cet objet une tête de mort. D'accord? C'est généralement la première réaction des gens qui ne connaissent pas, c'est de se dire oh là là, qu'est-ce que c'est cette tête de mort? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce que c'est satanique? Est-ce que c'est diabolique? Est-ce que c'est maléfique? Et est-ce que du coup on peut faire du mal avec ces objets-là? Alors évidemment, non, c'est pour ça que je suis là. Non, je m'excuse par avance, ça fait 15 jours que j'ai la gorge un peu prise. J'ai pris de l'eau au cas où. D'ailleurs, je vais boire, parce que là, je sens que ça passe pas. Alors, bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Je ne vais pas vous faire monter en haut avec nous parce que je pourrais pas tout gérer. J'ai mes modératrices qui sont présentes. Mais voilà, le mieux, posez vos questions voilà, vous avez compris quoi, dans dans le les chat. commentaires. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des crânes. Alors, peut-être que les crânes, certains en ont déjà entendu parler au travers d'un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui était Indiana Jones numéro 3, si je me souviens bien, qui était Indiana Jones et le mystère des crânes de cristal. Alors, un crâne de cristal, c'est quoi? Un crâne de cristal, du coup, cette fois-ci, je vous en montre un vrai. Un crâne de cristal, c'est ça. D'accord? Donc, c'est un objet qui a l'apparence, effectivement, d'une tête de mort, mais qui, encore une fois, n'en est pas une. Alors, je vais tout de suite répondre aux inquiétudes, aux interrogations que les uns et les autres pourraient se poser. En fait, un crâne, c'est ce qui symbolise le savoir et la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le crâne, c'est ce qui contient le cerveau, et donc c'est ce qui contient le savoir et la connaissance. Et en fait, il faut savoir que les crânes, et en particulier les crânes de cristal, sont utilisés depuis très longtemps par les chamans. Alors, les tout premiers crânes que l'on a découverts ont été découverts en Mongolie, donc par les chamans mongols. C'est d'ailleurs là où est né le chamanisme. Ensuite, on en a retrouvé en Chine, on en a retrouvé en Inde, on en a retrouvé au Népal, puis évidemment en Amérique du Sud, et je vais revenir là-dessus puisque c'est ce qui est le plus connu, et puis pour finir,
en Amérique du Nord. Et en fait, il y a alors c'est pas une légende, je vais revenir tout à l'heure sur les légendes, mais en tout cas, ce que l'on racontait, c'est que lorsqu'un vieux chaman sentait son heure venue, en fait, il allait récupérer le crâne de cristal de la tribu et il allait transmettre au crâne l'intégralité de son savoir et de la connaissance qu'il avait pu acquérir tout au long de sa vie. Et donc, du coup, le crâne devenait le gardien du savoir et de la connaissance de l'intégralité de la tribu. Et sentant son heure venir, il allait désigner un ou une chamane pour pouvoir prendre sa succession. Et du coup, il y avait une espèce de cérémonie qui se déroulait souvent autour du feu, souvent à la nuit tombée, où en fait le crâne était posé entre le vieux chaman et le jeune chaman. Et en fait, le vieux chaman donc transmettait son savoir et le jeune chaman, lui, allait poser ses mains sur le crâne et allait pouvoir à son tour recevoir l'intégralité du savoir du vieux chaman qui était en train de mourir, mais aussi de tous les chamans qui l'avaient précédé. Et donc, souvent, à la fin de la cérémonie, effectivement, le vieux chaman mourait, mais il ne mourait pas à cause du crâne, mais le crâne était là parce que le vieux chaman savait qu'il allait mourir. Et donc, il y a toute une espèce de légende qui a commencé à grandir autour de ça, où on disait, mais finalement, les crânes, peut-être que ça porte malheur, peut-être qu'avec les crânes, on va mourir, etc., etc. Et en fait, pas du tout. Le crâne est un objet chamanique qui permettait de transmettre le savoir et la connaissance, de garder les secrets de la tribu et de l'histoire de la tribu. Et puis, ce sont aussi des objets qui permettaient d'accompagner les chamans dans les rituels de guérison. Puisque peut-être qu'un certain nombre d'entre vous le savent, le principe du chamanisme, c'est d'être capable d'aider une personne qui vient nous voir à trouver en elle les ressources et les clés pour pouvoir se guérir et se soigner. Donc ça, c'est un des rôles des chamans. L'autre rôle des chamans, c'est aussi de faire du lien entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Et on est un certain nombre à penser que le crâne peut être un outil, peut être une espèce de clé d'accès pour ouvrir des portes qui vont permettre d'accéder au monde de l'invisible. Et puis les crânes étaient aussi utilisés parfois, d'ailleurs, vous voyez, quand on le met dans ce sens-là, on pourrait presque penser à une boule de cristal. Et en fait, les crânes étaient aussi utilisés pour pouvoir faire des prédictions, c'est-à-dire qu'on les utilisait comme oracle. Et le chaman allait donc se connecter avec l'énergie du crâne pour pouvoir prédire l'avenir, comprendre ce qui se passait et aider la tribu et la civilisation à avancer et à se perpétuer. Donc les crânes, effectivement, existent à la surface de la Terre. Là, je parle historiquement depuis au moins 10 000 ans. D'accord, les crânes les plus anciens que l'on a découverts ont été découverts dans des cités qui datent d'il y a 10 000 ans. Donc, on sait que ces crânes-là ont 10 000 ans. Et en fait, souvent, autour des crânes de cristal, il y a une confusion. La confusion autour des crânes, c'est que l'on mélange l'histoire des crânes, objets de chamanisme, et puis les légendes autour des crânes, qui sont deux choses différentes. L'histoire des crânes, je viens en quelques mots de vous la retracer, de vous l'expliquer. Elle commence il y a 10 000 ans en Mongolie et elle se perpétue aujourd'hui avec des objets comme cela, qui sont des objets tout à fait contemporains, qui ont été taillés et sculptés. Alors celui-ci, par exemple, a été taillé et sculpté en Inde par un sculpteur avec lequel je travaille depuis quelques années, et il a été taillé et sculpté dans un cristal de l'Himalaya. D'accord ? Donc c'est vraiment un crâne qui a été taillé dans un cristal de roche. Donc du coup, il a les propriétés liées à la forme du crâne, c'est-à-dire que on est dans ce qu'on appelle une onde de forme, un peu comme on peut connaître par exemple la fleur de vie ou les solides de Platon, ou voilà un certain nombre d'outils qui sont utilisés régulièrement et qui par leur forme émettent une vibration. Il va donc également émaner de l'énergie au travers de la pierre dans laquelle il a été fabriqué, donc là en l'occurrence du cristal de roche de l'Himalaya. Ça veut dire qu'il porte en lui les informations de ce que l'on appelle la montagne mère de l'humanité. Ok. Donc le crâne, c'est une forme, une vibration, une énergie. C'est aussi la vibration du sculpteur, c'est aussi la vibration de la personne qui l'accueille, donc en l'occurrence moi, et éventuellement de la personne qui en deviendra plus tard le gardien, si un jour, moi, je décide de transmettre ce crâne-là. Donc, voilà pour ces crânes-là. Donc ça, c'est l'histoire qu'on va appeler officielle, qui est d'ailleurs
très peu connu parce que, en règle générale, les crânes sont connus sous l'aspect de la légende. Et donc, la fameuse légende dont on parle souvent, qui a été reprise par Spielberg dans Indiana Jones, c'est une vieille légende maya qui raconte qu'il existerait sur Terre 13 crânes de cristal et que le jour où ces 13 crânes de cristal seront réunis, la connaissance du tout sera rendue à l'humanité. Donc il y en a un certain nombre qui cherchent ces fameux 13 crânes en se disant mais si on arrive à avoir tous les crânes, effectivement il va se passer quelque chose probablement d'exceptionnel à la surface de la Terre, probablement une histoire d'éveil collectif où d'un seul coup on va avoir accès à des informations auxquelles on n'a pas accès pour le moment et qui vont nous permettre sans doute de percer les mystères de l'humanité. Et ces légendes, en fait, elles existent depuis longtemps. Elles existent tellement que on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Himmler, qui était donc le bras droit d'Hitler, cherchait celui que l'on appelle le 13e crâne de cristal, d'accord, en considérant que ce 13e était sans doute porteur d'une puissance, d'un pouvoir et d'une énergie qui allait leur permettre, en fait, de remporter la guerre qu'ils avaient déclarée. Et on sait, là c'est aussi historique, hein, on peut le vérifier, que Himmler est venu dans le sud de la France, dans l'Ariège, puisqu'en fait il est allé au château de Montségur, qui est donc ce fameux château où les Cathares ont été exterminés, parce que beaucoup pensent aussi que les Cathares étaient détenteurs de ce secret autour des crânes de cristal, autour du Graal, on ne sait pas exactement, et que du coup, peut-être que avant de se sacrifier et d'être brûlés vifs dans la vallée, peut-être qu'ils ont caché ce fameux trésor dans le château de Montségur, et ce trésor, pour un certain nombre de personnes, c'est un crâne de cristal. Donc, si vous voulez, la légende, elle a quand même, elle a prise sur ce que l'on raconte autour des crânes, puisque en fait, ça nous renvoie donc à cette légende maya. Donc, les Mayas ont vécu, on va dire la période précoloniale, c'est-à-dire avant le 15e siècle, jusqu'aux alentours de 400 ou 500 après Jésus-Christ. Donc, ils ont vécu très longtemps. C'est eux aussi qui avaient prédit la fin du monde en 2012, le 21 décembre 2012. On s'est rendu compte plus tard que, en fait, probablement que leur prédiction n'était pas fausse, mais que c'est nous qui avions mal interprété le calendrier Maya. Et un certain nombre aujourd'hui considèrent que ce fameux calendrier Maya s'arrêtera peut-être dans 50, 100 ou 150 ans, parce que finalement, on ne sait pas exactement de quand est-ce qu'il a démarré et quel est le point de repère initial. Mais en tout cas, on retrouve le fameux calendrier Maya qui annonce la fin du monde, on retrouve la légende des crânes de cristal, et certains d'ailleurs font le lien entre peut-être le fait de retrouver les 13 crânes de cristal et puis la fin du monde. Alors quand on parle de fin du monde, évidemment, on ne parle pas forcément d'holocauste ou de destruction, mais probablement d'un changement de paradigme, d'un changement de civilisation et d'un changement d'état. Donc pour revenir un peu sur la légende et qu'est-ce qui fait que ça a alimenté autant de superstitions et autant d'histoires, c'est qu'en fait cette légende avait été un peu oubliée finalement. Et puis dans les années 60 et 70, ont commencé à émerger un certain nombre de crânes, soi-disant anciens, soi-disant même très anciens, qui auraient été découverts justement en Amérique du Sud. Le premier d'entre eux au Belize, où en fait on nous raconte une histoire qui dans les années 20, où un archéologue peu connu, voilà, avec petite notoriété, qui s'appelle Frédéric Micheledge, aurait participé aux fouilles dans une pyramide au Belize. Il aurait emmené sa fille avec lui parce que voilà, il voulait lui faire découvrir un petit peu l'archéologie. Et il se trouve que, alors c'est de la légende encore une fois, mais la légende nous raconte que le matin de son anniversaire, Anna Micheledge se lève un petit peu plus tôt que son père, elle escalade la pyramide et elle entrevoit dans une fissure de la pyramide un objet qui brille. Elle est incapable de comprendre ce que c'est, donc elle descend, elle avertit son père va chercher les ouvriers qu'il avait embauchés, il va leur demander d'ouvrir la faille au niveau de la pyramide, et ils vont pénétrer dans la pyramide, et là ils vont découvrir un crâne avec juste la partie supérieure. Donc en fait,
il faut vous imaginer, ça serait un crâne auquel il manquerait en fait la mâchoire inférieure. La mandibule, quoi. Exactement, la mandibule inférieure. Euh, En découvrant cet objet, l'histoire nous raconte que les ouvriers ont été pris d'une peur absolument terrible en considérant qu'ils venaient de mettre la main sur un objet maléfique et ils sont tous partis en courant. Donc Frédéric Micheledge est obligé d'embaucher d'autres ouvriers en leur demandant de continuer d'explorer ce qu'ils peuvent trouver dans la pyramide. Et dans cette pyramide, on va découvrir quelques semaines plus tard la fameuse partie inférieure, c'est-à-dire la fameuse mandibule sur ce fameux crâne en cristal de roche. D'accord? Puisque, encore une fois, on est toujours sur un principe de cristal de roche. Et à partir de là, Anna Micheledge va considérer que ce crâne possède une énergie, une puissance incommensurable. Et elle va décider, elle, d'en être la gardienne, c'est-à-dire qu'elle va le garder avec elle toute sa vie, en expliquant que ce crâne possède une énergie, une vibration extraordinaire, et qu'elle se fait un devoir de proposer à toutes les personnes qui le souhaiteraient de pouvoir venir rencontrer le crâne qu'on appelle le crâne de Anna Micheledge. Et en fait, elle va faire ça tout au long de sa vie, et à partir de là vont se démultiplier des expériences mystiques, pour le moins, miraculeuses parfois, avec des gens qui parlent de vision, qui parlent d'avoir entendu le crâne, qui parlent de changement d'état, de changement de vibratoire, de résolution de problèmes qui étaient récurrents depuis très longtemps, voire même de guérison physique. Et donc commence à se construire autour de ce crâne une légende selon laquelle ce crâne serait porteur d'une énergie magique qui permettrait aux gens de se sentir mieux et d'aller mieux. Et le bouche à oreille se faisant, et ben à la fin de sa vie, c'est-à-dire dans les années 70, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui viennent à côté de Los Angeles, puisque c'est là où habitait Anna Micheledge, et que donc du coup il va y avoir une espèce comme ça de buzz pour l'époque, uniquement sur le principe du bouche à oreille, hein, puisqu'à l'époque il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux, il n'y a rien, et donc du coup il va y avoir quelque chose qui va monter. Et dans le même temps, on apprend qu'il existerait d'autres crânes avec à peu près les mêmes propriétés. Donc, on a parlé d'un crâne qui s'appelle Max, et qui est un crâne qui aurait été transmis par une tribu d'Amérique du Sud à un gourou tibétain, qui aurait passé près de 10 ans dans cette tribu pour transmettre, enseigner, partager, etc., etc. Et à la fin de ces 10 années dans la tribu aurait décidé de lui confier un très gros crâne de cristal, donc plus gros que celui de Anna Micheledge, en lui expliquant que c'était lui le nouveau gardien et que il allait pouvoir, avec ce crâne, guérir les gens qui le souhaiteraient. Et donc, ce gourou indien va rentrer aux États-Unis parce qu'en fait, il est américain et lui aussi vit à côté de Los Angeles, et il va ouvrir un centre de thérapie basé sur beaucoup d'approches naturelles, mais aussi sur la rencontre et la connexion avec Max. Et à partir de là, de la même façon, on va parler d'approches miraculeuses, de phénomènes de guérison, de phénomènes spirituels extrêmement forts, au point même qu'un jour, une dame, dont le nom m'échappe, ça m'en viendra tout à l'heure, apprend que sa fille est atteinte d'un cancer du cerveau, Joan Parks, voilà, son nom c'est Joan Parks, apprend que sa fille est atteinte d'un cancer du cerveau incurable. Les médecins ne lui donnent que quelques mois à vivre. Par désespoir, elle a entendu parler un jour pardon, de cette légende autour des crânes, et elle décide d'aller à la rencontre de Max, et elle va, avec sa fille, faire 7 séances de soins avec Max, et au terme de ces 7 séances, Joan Parks explique que sa fille ressort de là guérie, que la médecine la considère comme guérie, et que donc elle est face à un phénomène médical totalement inexpliqué. Quelques années plus tard, un matin, on frappe à la porte de Joan Parks, et là elle voit le fameux gourou avec une boîte,
et qui lui dit: mon temps est venu, vous êtes la nouvelle gardienne de Max, je vous le transmets. Il lui donne la boîte, il s'en va, et quelques jours plus tard, effectivement, il décède. Et Johan Parks se retrouve avec Max, ne sachant pas quoi en faire, et ne sachant pas comment l'utiliser. Et donc, en fait, Max va passer 7 ans dans un placard, dans la chambre de Johan Parks et de son mari. Et puis, une nuit, Johan Parks rêve de Max qui vient la voir et qui lui dit: trouve l'homme. Le matin, Johan Parks se réveille, un peu étonnée, et elle partage avec son mari en lui disant: écoute, je sais pas, j'ai fait un rêve bizarre dans lequel je voyais Max qui venait me parler en me disant: trouve l'homme. Et là, elle voit son mari qui devient blême et qui lui dit: mais j'ai fait exactement le même rêve. Ah oui. Et là, Johan Parks se dit: oula, c'est quand même troublant. Mais elle ne sait pas quoi faire de cette histoire. Et du coup, la journée se passe, le soir, les deux se couchent à nouveau, et dans la nuit, les deux vont refaire exactement le même rêve avec Max qui vient les voir en leur disant: trouve l'homme. Et là, Johan Parks est un peu dépité en se disant: mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette information-là? Et elle commence à réfléchir, elle s'assoit sur son canapé, et par réflexe, elle allume sa télé. Et en allumant sa télé, elle tombe sur un reportage qui parle d'un homme qui s'appelle Nick Nocerino, qui se décrit lui-même comme étant un archéologue médiumnique, qui aurait découvert 40 ans avant un crâne de cristal dans une pyramide en Amérique du Sud. Et ce crâne de cristal, lui, s'appelle Shannara. Et du coup, il raconte cette histoire-là. Et Johan Parks se dit: ben, c'est lui, il faut que je le contacte, et puis lui, il va pouvoir m'aider à comprendre ce que veut Max. Et donc, elle va assez étonnamment trouver très facilement le numéro de téléphone de Nick Nocerino. Elle l'appelle, et à son très grand étonnement, Nick Nocerino décroche. Elle lui raconte son histoire, et là, Nick Nocerino lui répond en lui disant: oui, je sais, ça fait 30 ans que j'attends que vous m'appeliez. Ah oui. Voilà. Et donc, la légende commence comme ça vraiment à prendre corps. Donc, il y a beaucoup de reportages qui sont faits, il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences assez extraordinaires. Il y a un autre crâne dont on entend parler qui s'appelle le crâne à la croix reliquaire, qui serait du côté de Londres. Et puis, à partir de là, commence à émerger plein de crânes avec des histoires plus ou moins étonnantes, plus ou moins sérieuses. On entend parler du crâne de Paris, qui est un crâne de cristal qui était détenu au musée du Quai Branly. On entend parler du crâne du British Museum. On entend parler du crâne de la Hewlett-Packard Institute, de la Smithsonian Institute. Bref, dans les années 70, commencent à arriver plein de crânes, et dont tout le monde dit qu'ils appartiennent à la fameuse légende des 13 crânes, et que chaque crâne présenté est un des fameux 13. Sauf que quand on fait le calcul de tous les crânes qui arrivent, on arrive à une trentaine. Et donc, du coup, commence à se développer une espèce de mouvement, je vais pas dire sectaire, mais en tout cas, il commence à y avoir beaucoup d'argent, des soins, des thérapeutes, etc., etc. Et donc là, il y a deux journalistes anglais, qui vont commencer à s'intéresser au phénomène et qui vont dire: ouh là là, tout ça, ça sent l'arnaque, ça sent l'escroquerie. Nous, on va aller mener l'enquête et on va démontrer que tout ça est une immense escroquerie. Et donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre contact avec Anna Michelin, ils vont prendre contact avec Nick Nocerino, ils vont prendre contact avec différents gardiens de crâne en leur disant: est-ce que vous accepteriez de nous prêter vos crânes, qu'on puisse qu'on puisse les analyser scientifiquement. Et là, à leur très grand étonnement, effectivement, les gardiens acceptent de prêter leur crâne. Le premier d'entre eux étant Anna Michelin, mais ils vont avoir donc celui d'Anna Michelin, ils vont avoir le crâne à la croix reliquaire, ils vont avoir Max, ils vont avoir Shannara, et puis ils vont en avoir un certain nombre d'autres, le crâne du British Museum, le crâne de la Smithsonian Institute, etc., etc. Et donc ils vont commencer leurs premiers examens. Et en fait, la science va s'intéresser en premier lieu
au fameux crâne de Anna Micheleff, puisqu'il a une particularité, il a une mâchoire détachable. Et donc, du coup, la première chose que les scientifiques vont analyser, c'est est-ce que la mâchoire a été fabriquée dans le même bloc de quartz que le reste du crâne? Et leur conclusion, très rapidement, est de dire oui, c'est bien la même mâchoire, c'est bien le même bloc de cristal de roche qui a permis de tailler le crâne et sa mâchoire. Et pourquoi c'est important? Parce que la deuxième chose que les scientifiques vont regarder, c'est ils vont essayer de trouver à la surface du crâne des traces d'outils mécaniques. En clair, est-ce que le crâne a été taillé et fabriqué avec des outils? Ok? On parle pas encore de datation, hein, on parle pas d'âge, on parle rien de tout ça, puisque en fait, la seule chose que l'on cherche à savoir au départ, c'est est-ce qu'il y a une intervention humaine ou non. La conclusion en ce qui concerne le crâne d'Anna Micheleff, c'est que quand on regarde la surface du crâne, il n'y a aucune trace d'outils mécaniques, aucune trace d'intervention qui permettent de dire que ça a été fabriqué par un être humain. Pour l'instant, on ne tire aucune conclusion. D'accord? On dit juste, il n'y a pas de trace d'outils à la surface du crâne. Donc à partir de là, les scientifiques vont dire, puisqu'il n'y a pas de trace d'outils, on va essayer de démontrer comment est-ce qu'il est possible de tailler, de sculpter un crâne comme celui-là, sans outils. D'accord? Et donc à partir de là, ils vont commencer à émettre des hypothèses. La première hypothèse, c'est de prendre un bloc de cristal de roche, de le placer sous une cascade ou sous un filet d'eau, et de laisser l'eau par érosion, petit à petit, donner la forme du crâne, le tailler et le sculpter. Bon, là on part sur quelques millions d'années pour que ce soit possible. Et puis surtout, n'oubliez pas, parce qu'il y a quand même un point extrêmement important, c'est que la mâchoire vient du même bloc de cristal de roche que le reste du crâne. D'accord? Et qu'on n'a pas encore parlé de comment on fait pour détacher la mâchoire. Deuxième hypothèse, c'est que des hommes et des femmes se transmettent de génération en génération la sculpture de ce crâne en utilisant simplement de l'eau et du sable. D'accord? Donc, on prend de l'eau et du sable, et petit à petit, on va venir polir le cristal de roche, et petit à petit, on va venir marquer les yeux, marquer la bouche, etc., etc. C'est une hypothèse qui est possible sur le plan scientifique. Ce que les scientifiques ont calculé, c'est que si on passe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, à polir le crâne avec du sable et de l'eau, il va falloir à peu près 500 ans pour pouvoir tailler le crâne, dans sa globalité. Pourquoi pas? On a vu des traditions bouddhistes, par exemple, de travaux qui sont transmis de génération en génération, où on sait que les premiers ne verront pas la fin et que ceux qui verront la fin n'auront pas vu le début. Donc, hypothèse gardée par les scientifiques en se disant, c'est possible. Voilà, on peut envisager un travail sur 500, 800, voire 1000 ans. D'accord? Mais, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les scientifiques disent, par contre, on n'explique pas comment ils ont décroché la mâchoire. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme outil pour pouvoir décrocher la mâchoire du reste du crâne. Et donc là, ils ont mandaté un sculpteur chinois en lui disant, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, en lui disant, est-ce que tu peux reproduire le même crâne avec le même cristal de roche et à la fin faire en sorte de détacher la mâchoire. Donc ça, c'est une demande qui est faite au début des années 80. Et donc à cette époque-là, nous avons des outils modernes pour pouvoir tailler, sculpter et pour pouvoir décrocher la mâchoire. Pendant 1 an, le sculpteur va successivement encore casser à chaque fois le crâne quand il va vouloir décrocher la mâchoire. À chaque fois, la mâchoire casse parce que c'est tellement fragile et qu'avec les vibrations, c'est tellement fin qu'à chaque fois, la mâchoire casse. Il va y parvenir au bout d'1 an. Au bout d'1 an, il parvient enfin à reproduire un crâne de cristal avec une mâchoire amovible dont la mâchoire, du coup, se décroche.
On se remet dans le contexte de l'époque, donc il y a quelques centaines d'années, pas d'outils. Je rappelle que les outils qui permettent de tailler le cristal de roche ont réellement été découverts au 19e siècle. Et d'ailleurs, ça fait partie des informations importantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc on se remet dans le contexte de l'époque. Imaginons, vous êtes une tribu chamanique, peu importe l'origine, et vous décidez que la mission de votre civilisation sera de construire des crânes de cristal. Ça prend 500, 600, 700 ans, peu importe, d'accord? Et arrive le moment où, sans outils, vous, tout seul, à la fin de dizaines et de dizaines de générations qui ont travaillé dessus, vous êtes en charge de décrocher la mâchoire sans aucun outil. C'est-à-dire que nous, avec nos outils, on n'y arrive pas et on casse. Donc imaginez à l'époque, et ce que les scientifiques nous disent, c'est impossible. Il n'y aurait pas eu de mâchoire amovible, peut-être que les scientifiques n'auraient pas eu la même conclusion. Mais il y a cette fameuse mâchoire amovible, où là, du coup, les scientifiques nous disent, en fait, on ne sait pas. On n'a pas d'explication sur l'origine de ce crâne et surtout sur comment est-ce qu'il a été fabriqué. Autre particularité du crâne de Anna Michelangelo, c'est qu'il a à sa surface, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, je vais essayer, voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur du crâne, on voit comme des ombres, on voit des inclusions, on voit, vous voyez, c'est comme s'il y avait du relief à l'intérieur. Vous voyez? Je suis pas persuadée que les gens puissent voir. Moi, je vois la caméra, mais je peux pas. Je crois qu'ils te voient pas en fait. Je crois qu'ils te voient pas. Non, mais ouais, parce que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui disait qu'on te voyait pas. Ah, on ne me voit pas du tout? Je crois. Becky, t'es dans le coin. Dis-moi sur le chat, s'il te plaît, si on te voit. Non, mais ça n'a rien à voir avec ta cam, Olivier. Je pense que c'est TikTok qui limite par rapport au nombre d'abonnés, ce genre de choses. Par contre, les filles, n'hésitez pas à tapoter pour les j'aime là sur TikTok là. Allez-y, tapotez là. Tapoter. Si. Ah, vous voyez Olivier, d'accord, super. Ok. C'est bon. Donc du coup, il voit le crâne parce que c'est surtout ça. Donc du coup, effectivement, à l'intérieur du crâne, effectivement, vous voyez, donc on a des inclusions naturelles. Sur le crâne de Anna Michelangelo, à la surface ici, au-dessus du crâne, vous avez en inclusion naturelle ce qu'on appelle la fontanelle. D'accord? C'est-à-dire là où les deux os, enfin les trois os se resserrent. Donc ça nous laisse tous une marque au niveau du front. La mienne sera visible très bientôt. Et en fait, à l'intérieur du crâne, donc il y a cette fameuse fontanelle qui apparaît. Là, c'est pareil, les scientifiques nous disent, c'est pas quelque chose qui peut être fabriqué par l'être humain. Soit c'est la nature qui a fait ça et c'est exceptionnel de synchronicité, soit il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'ils ont fait l'expérience d'amener une source électrique ici. D'accord? À l'endroit où la nuque se présente, au niveau où le rachis cervical vient rentrer dans le cerveau. Et en fait, lorsqu'on amène de l'électricité ici, le crâne de Anna Michelangelo, les deux yeux s'allument. Ah oui. Et donc là, c'est pareil, les scientifiques nous disent, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ils vont arriver aux mêmes conclusions en ce qui concerne le crâne à la croix reliquaire. Et puis ensuite, alors il y a d'autres crânes. Le crâne du British Museum à Londres, les scientifiques nous disent non, celui-ci est contemporain, il date du 19e siècle, ça n'a rien à voir avec un crâne ancien. Même chose pour la Smithsonian Institute. Ce sera la même chose plus tard pour le crâne de Paris qui se trouve au musée du Quai Branly. Bref, les scientifiques vont nous dire il y a une énorme différence entre quelques crânes dont on ignore aujourd'hui totalement l'origine, et puis plein d'autres dont on sait avec certitude que ces crânes sont d'origine contemporaine. Et d'ailleurs, c'est là où se crée une confusion. C'est-à-dire que pour les détracteurs des crânes de cristal, en règle générale, ce qu'on nous explique, c'est que tout ça est une vaste escroquerie. Et d'ailleurs, la preuve, les crânes datent tous du 19e siècle, et ce qu'on nous présente comme étant des crânes extrêmement anciens, en réalité, sont des crânes tout à fait contemporains, et tout ça n'est qu'une vaste escroquerie. Je veux juste préciser une chose. À aucun moment dans les crânes dits anciens
ce qui appartiendrait à la légende, on ne donne de date. À aucun moment. D'accord? Ce que les scientifiques nous disent, c'est on ignore totalement comment ils ont été fabriqués. Là où on a des dates, c'est sur des crânes anciens dont je vous parlais, que j'ai la chance d'avoir moi à la maison des crânes, avec des crânes qui datent d'il y a 10 000 ans, d'il y a 5 000 ans, d'il y a 2 000 ans, d'il y a 500 ans, mais qui là sont totalement documentés. C'est-à-dire que là, c'est pas une découverte. En règle générale, d'ailleurs, ceux qui ont un avis sur les crânes sont ceux qui n'ont rien étudié au sujet des crânes et qui, du coup, mélangent absolument tout. Mais je veux finir quand même avec ces fameuses études scientifiques. Donc, j'ai parlé du crâne de Anna Micheledge. Euh, alors, non, le crâne de Paris n'est pas enfermé dans un sous-sol et il n'a pas un trou au milieu de sa tête. Ça, c'est le crâne à la croix reliquaire. Et le crâne de Paris, il n'est pas du tout enfermé dans les sous-sols. Il appartient aujourd'hui à un collectionneur privé qui se trouve en Alsace. Donc, rien à voir. Et donc, du coup, par contre, il a les yeux creux. C'est peut-être ça qu'on voulait dire. Du coup, donc les scientifiques nous disent le crâne de Anna Micheledge et le crâne à la croix reliquaire, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils ont été fabriqués. On a émis des hypothèses, mais il n'y a rien qui tient. Et puis, il reste deux crânes. Max et Shannara. Donc, les fameux qui ont été mis en lien par Nick Nocerino et Johan Parks. Et là, ils ont également été étudiés tous les deux par les scientifiques. Et en fait, les scientifiques ont refusé de transmettre ce qu'ils ont découvert. Une fois qu'ils ont étudié Max et Shannara, ils ont arrêté en disant on arrête là, nous on veut pas aller plus loin, on vous les rend évidemment, mais par contre on ne vous donnera jamais les résultats de ce qu'on a obtenu. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, on ne sait toujours pas ce que les scientifiques ont découvert, et donc ça reste un mystère. Donc par rapport à cette légende, 13 crânes de cristal, aujourd'hui officiellement il y en a 4 dont on ignore l'origine, Max, Shannara, le crâne à la croix reliquaire et le crâne de Anna Micheledge. Après, il y en a beaucoup d'autres qui ont été présentés comme étant des crânes appartenant à la légende, dont on sait avec certitude qu'ils n'appartiennent pas à la légende. Et puis après, on a des propriétaires privés qui régulièrement arrivent en disant « moi j'en ai un, moi j'ai un des 13 crânes, moi j'appartiens à, etc. etc. » Et ça devient du coup des objets. Ces objets qui sont des objets extrêmement puissants deviennent du coup des objets de pouvoir pour essayer de contrôler les masses et pour essayer de se valoriser et de se donner une consistance qu'on n'a pas forcément. Mais là où je voudrais insister sur l'histoire des crânes de cristal, c'est qu'il y a effectivement avec les crânes des phénomènes extraordinaires. Mais pas nécessairement uniquement avec les crânes anciens, avec des crânes contemporains, ça arrive très régulièrement. Et donc il va falloir distinguer la légende, qui reste comme son nom l'indique, une légende, c'est-à-dire qu'elle nous raconte une histoire qui nous permet d'accéder à une connaissance, mais pas pour autant la connaissance en elle-même, la vérité historique, qui est incontestable. Aujourd'hui, les archéologues savent très bien qu'on a trouvé des crânes, etc., etc. Et puis, il y a tous les phénomènes paranormaux liés, racontés autour des crânes. Et moi, je suis effectivement, pour le coup, le témoin de ces phénomènes extraordinaires, puisque, à la base, moi, j'ai une vie normale. Voilà, moi, je viens d'un métier, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la grande distribution. J'étais un mec normal avant. Métro, boulot, dodo, pas me poser de questions, etc., etc. Et puis un jour, alors je m'intéressais quand même à l'énergétique, hein, je vais pas non plus être trop caricatural, mais je n'avais moi aucune affinité pour les crânes, pas d'attirance pour les crânes. Voilà, j'avais vu une conférence une fois, donc j'avais entendu parler de cette fameuse légende. Moi, il y en avait plein qui me plaisaient, mais pas que celle-là. Et puis un jour, je rencontre un pote qui on voulait faire une méditation, etc., etc., et qui me présente une espèce de petit crâne comme ça, en me disant tiens, un peu plus petit que celui-là, en me disant tiens, bah regarde, moi je travaille avec des crânes, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je le prends entre les mains, on médite ensemble et ouais, mais sans plus quoi, c'est pas ouf. Voilà, clairement c'est pas génial. J'avais fait d'autres expériences vibratoires énergétiques beaucoup plus fortes entre temps. Bon, le crâne c'était pas voilà. Et ça s'arrête là et il me dit écoute si un jour t'as envie, tu vas, moi je connais
une boutique, pas très loin de Narbonne. Si ça te dit un jour, tu y vas, tu verras, il a plein de crânes, c'est génial et tout. Je dis oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des crânes? Enfin, t'es mignon, mais enfin bon, voilà. Et puis un dimanche, alors il se passe, je sais pas, 3 ans. Et puis un dimanche, je m'ennuie, je suis à la maison, je m'ennuie et je me dis tiens, je sais que cette boutique est ouverte, je vais y aller. Donc je prends ma voiture, je vais du côté de Narbonne. Donc à l'époque j'habitais Perpignan. Euh, J'arrive dans cette boutique, je me retrouve devant une espèce de petite vitrine où il y a, je sais pas, 6 crânes qui se battent en duel. En plus pas beau, vraiment. Et là je me dis putain, ah bah super. Déjà je me faisais chier. Alors si en plus je viens dans une boutique où il y a rien, ça va être nul. Et puis j'aperçois au loin un type debout au milieu de la boutique. Et je savais pas c'était le patron. Je vais le voir. Je lui dis écoutez bonjour. Moi je suis venu voir les crânes et on m'a dit que vous en aviez plein. Vous avez cette boutique, enfin vous avez cette vitrine avec pas grand chose dedans. Je suis un peu déçu. Et en fait il me regarde, il me scanne vraiment de la tête aux pieds et il me dit allez venez avec moi. Et en fait on sort de la boutique, on rentre dans son entrepôt derrière. Et là, il me fait traverser un entrepôt gigantesque où il y a des améthystes, des cristaux, des trucs absolument hallucinants. J'ai l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. Et puis, au fond de son entrepôt, il y a une espèce de petite pièce fermée, sans lumière, sans fenêtre. Et on rentre là-dedans, il allume la lumière. Et là, je me retrouve au milieu de, je sais pas, 2000 crânes. Truc de fou. Là, je me dis, oui, bon, là, effectivement, il y a un peu de choix. Et en fait, on va passer l'après-midi entière à discuter. Alors quand je dis discuter, c'est plus lui qui me raconte sa vie, ses expériences avec les crânes. Et je rencontre un homme passionné, passionnant. Alors je suis presque gêné de prendre de son temps parce que moi j'ai pas du tout prévu d'acheter un crâne. Hein. Donc voilà, il est gentil, il est en train de prendre son après-midi, mais peut-être qu'il a du business à faire. Et puis à un moment, on est en train de discuter, et puis je sens dans mon dos, mais comme si on m'avait mis une espèce de laser pointé sur une vertèbre. Et là, d'un seul coup, ça se met à chauffer, mais un truc où à un moment, je dis, attendez, et je me retourne pour voir ce qui est en train de me chauffer comme ça dans le dos, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de me brûler. Et là, je me retourne et je suis donc devant, je sais pas, 1000 crânes. Et au milieu de ces crânes, je n'en vois qu'un. Un seul. Je ne vois plus que lui. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. J'y vais, je me rapproche, je le prends entre les mains. Et là, instantanément, il n'y a plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis plus là. Je me retrouve dans un état vibratoire comme je n'avais jamais connu. C'est comme si tout mon corps, en fait, c'est comme si j'étais sorti de mon corps tout en étant toujours là. C'est-à-dire, je suis debout, je suis conscient, mais c'est comme si mon corps avait quadruplé, quintuplé de volume. C'est-à-dire, je remplis la pièce. Voilà. Et je suis comme ça, la bouche ouverte, limite avec la bave qui coule. Et là, il me regarde. Je me souviens que le patron me regarde. Il me dit, mais ça va? Et là, je dois faire une espèce de voilà. Il me dit, ok. Donc lui, il a compris à ce moment-là ce qui se passait. Ouais. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux quand même connaître le prix? Et là, dans ma tête, ça a tellement pas d'importance qu'il pourrait m'annoncer n'importe quoi, et du coup, il me prend le crâne. Donc, au moment où il me prend le crâne, je lui dis, par contre, tu me le rends. Il dit, oui, t'inquiète pas, c'est juste pour le peser. Il le pèse, il me le remet entre les mains, il me dit, bah, c'est 600 €. Et là, je regarde, je dis, ouais, pas de problème, aucun souci. Et je paye. Et là, je suis dans un tel état que je suis incapable de reprendre la route. Donc, je suis venu avec quelqu'un, heureusement. Donc, c'est la personne avec qui je suis venu qui va conduire jusqu'à la maison. Et en fait, je vais rester dans cet état vibratoire pendant, je sais pas, 2, 3 heures. Et puis, au bout de 2, 3 heures, eh ben, ça s'arrête. C'est-à-dire que je redescends, je retrouve mon état normal. Alors, pendant les 2, 3 heures, je suis euphorique. Hein. C'est-à-dire que j'aime tout le monde est beau, le monde est grand. Bref, j'ai l'impression d'avoir fumé un truc ou avalé un cacheton. Enfin, voilà, je suis, mais euphorique. Et au bout de 3 heures, ça s'arrête. Mais ça s'arrête presque aussi vite que ce que c'est venu, en fait.
Et là, je me dis, bon, bah, super, génial, waouh, j'ai fait l'achat de ma vie, c'est une rencontre extraordinaire. Je le pose sur un meuble en me disant, bah, tout ce que je vais faire avec, ça va être génial, etc., etc. Et de ce jour-là, il ne se passe plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Je le prends entre les mains, j'essaye de méditer avec, je le prends avec moi, je regarde si j'ai un bouton on-off quelque part, s'il y a un truc digital que je pourrais réactiver pour me rien. Il ne se passe rien. Et là, je commence à me dire, bon, je viens donc de claquer 600 balles pour un truc Qui sert à rien. qui m'a fait du bien. Ouais. Alors, pas qui sert à rien, mais qui m'a fait du bien pendant 2 heures. Ça fait cher les 2 heures quand même. D'accord? Mais tu étais presque en état de sidération à ce moment-là. Ah, c'est pas de la sidération parce que y a pas de choc vibratoire. Non, je suis en état d'expansion. Je comprendrai plus tard. Je l'ai compris bien plus tard. Je suis dans un état d'expansion énergétique. Voilà. C'est-à-dire, je vais pas dire, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le développement personnel. Je vais pas dire qu'à ce moment-là, j'atteins une phase d'éveil, mais je fais probablement ce qu'on appelle une expérience d'éveil. Ça fait pas de soi d'être éveillé, hein. Mais par contre, ça fait une expérience d'éveil, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans ce que d'autres peuvent appeler un état euphorique. En fait, vraiment, c'est complètement. Euh, voilà, je suis à fond. Enfin, tout est extraordinaire. Mais ça ne dure que 2 heures et surtout, ça ne fonctionne plus après. Voilà. Et donc là, je rentre pendant presque un an, tous les jours, je passe devant mon meuble où j'ai un truc à 600 balles qui ne me sert à rien. Mais vraiment à rien. Et là, je me dis, voilà, ça m'apprendra. Encore une fois, j'ai voulu acheter un truc parce que c'était génial sur le moment. Comme d'habitude, je regrette, j'en ai trop fait, etc., etc. Genre achat compulsif, quoi. Tu te dis, Exactement. Mais l'achat ouais, compulsif à 600 balles, quoi. ouais, À ce ouais. prix-là, je peux faire partir en week-end ou même en vacances. Et puis, un an plus tard, je participe à l'organisation du Salon du Bien-être de Perpignan, euh, où je viens aider un peu pour la logistique. Et puis, à un moment, on fait une pause pendant l'installation des stands. Et puis, je vais boire un café. Et il se trouve qu'à la machine à café, il y a une dame qui est là. Et puis, on commence à discuter. Moi, je lui explique que je fais partie de l'organisation. Elle m'explique qu'elle est médium, etc., etc. Et puis, on commence à discuter tous les deux. Et puis là, elle me dit, en fait, je vois qu'à un moment, elle bloque sur moi. Et elle me dit, mais il vous est arrivé beaucoup de choses, vous, depuis quelque temps, là. Je la regarde, je dis, putain, m'en parlez pas. J'ai dit, j'ai démarré une collection d'emmerdes, un truc hallucinant. C'est un tsunami dans ma vie, sur tous les plans. Et elle me regarde, elle me dit, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a eu comme conséquence tous les événements que vous êtes en train de vivre. Donc là, je flippe un peu, je me dis, oh là, j'ai dû faire une connerie, j'ai dû pisser sur un arbre sacré, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Là, elle me dit, est-ce que vous permettez que je regarde? Je dis, bah, je vous en prie, faites. Et donc, je sens qu'elle se concentre, et puis, je vois qu'elle fronce les sourcils, et elle me dit, écoutez, je comprends pas. Elle me dit, je vois, alors elle me dit, je sais pas. Elle me dit, c'est un cristal, mais c'est pas un cristal. Et j'ai dit, c'est un crâne de cristal? Mais oui, c'est ça. Ah, elle me dit, putain, je comprenais pas. Elle me dit, parce que je voyais bien, c'était un cristal, c'était sûr. Mais elle me dit, je voyais aussi des yeux, une bouche, un nez. Elle me dit, et je comprenais pas. Elle me dit, oui, c'est ça, c'est un crâne de cristal. J'ai dit, donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tout ce que je suis en train de vivre dans ma vie, c'est à cause d'un crâne de cristal? Elle me dit, oui, c'est ça. Le truc à 600 balles. Alors, non seulement il m'a coûté 600 balles, mais en plus, il est en train de me pourrir mon existence. Tu m'étonnes. Oh putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et en fait, alors, au-delà du côté un peu dingue, je comprends à ce moment-là l'impact qu'a eu l'arrivée du crâne dans ma vie. Et donc, ça a été probablement une de mes premières leçons. C'est qu'en fait, lorsque vous accueillez un crâne avec vous, ancien, contemporain, peu importe, le crâne, puisque c'est un objet chamanique, c'est donc un objet de guérison. D'accord? C'est quoi la guérison? La guérison, c'est se réaligner par rapport à notre potentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écart entre qui je suis, qui je dois être, qui je veux être, et je suis donc aligné avec ma mission d'âme,
avec mon chemin de vie. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'un crâne rentre dans votre vie? Eh ben, en fait, il va vous mettre dans la gueule tout ce qui n'est pas en cohérence avec votre existence et avec votre vie. En clair, il va vous demander de choisir. Il va vous demander de choisir entre la vie dont vous avez envie et la vie pour laquelle vous êtes véritablement destiné. Alors, il faut croire au destin, c'est-à-dire qu'il faut croire à la mission d'âme, il faut croire au chemin de vie, mais effectivement, les crânes vont nous aider à nous aligner dans notre existence par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre mission d'âme, et surtout, ils vont nous aider à faire des expériences qui vont nous obliger à poser des choix. En clair, je vous donne un exemple, parce qu'il est fréquent. Vous êtes en couple, ça va pas très bien, il y a des problèmes dans le couple, etc., etc. Vous accueillez un crâne en vous disant, waouh, bah le crâne, il va m'aider, il va faire en sorte que ça aille mieux, qu'on se réconcilie, etc., etc. Un mois après, vous êtes en train de vous séparer. Et là, vous dites, c'est une catastrophe, ma vie s'écroule, mon couple part en lambeaux, etc., etc. Sur le moment, vous avez l'impression que c'est un cataclysme. Alors évidemment, ça l'est toujours, c'est-à-dire qu'une séparation, c'est jamais quelque chose qu'on vit de gaieté de cœur. Mais peut-être que dans les mois ou les années qui suivent, vous allez peut-être du coup, pouvoir vous libérer par rapport à une emprise qui vous empêchait de manifester votre être. Et deux, surtout, ça vous donne la possibilité d'ouvrir votre cœur ou votre vie à quelqu'un avec qui vous allez véritablement être heureux. Mais ça veut dire qu'il faut accepter de passer par des moments de renonciation, de sacrifice, et d'accepter de sortir un peu de notre zone de confort. Parce que dans la vie, on est tous pareils, on est tous enfermés dans ce qu'on appelle notre zone de confort, et ce dont on rêve tous, mais tous, et en plus je vous en parle en tant que thérapeute, donc je le vois dans mon quotidien, dans les gens que je suis et que j'accompagne, ce que nous rêvons tous d'avoir comme vie, c'est une vie dans laquelle tout change, mais en même temps que rien ne bouge. C'est-à-dire qu'on veut que tout aille mieux en gardant le même travail, en gardant le même mari ou la même femme, en gardant tout pareil. La même maison, la même ville, tout. C'est-à-dire qu'on veut que tout reste pareil et en même temps que tout change. Et en règle générale, quand on dit moi ce que j'aimerais c'est que ça change, c'est pas soi, hein. C'est autour de soi. C'est-à-dire qu'on voudrait que le patron devienne sympa, on voudrait que le mari devienne bienveillant, on voudrait que la femme devienne un peu plus douce, on voudrait que les enfants soient un peu plus respectueux et peut-être un peu plus sages, on voudrait que nos hommes politiques soient un peu plus responsables. Bon, là je pense que même si on réunit tous les crânes, ça suffira pas. Mais en tout cas, les crânes, eux, sont là pour ça. Et donc du coup, moi quand j'accueille le crâne, effectivement, je vis une expérience vibratoire dont je saurai plus tard que ça s'appelle un appel des crânes. C'est-à-dire qu'à un moment, ce crâne que j'ai chez moi m'a appelé en disant « Récupère-moi, je viens chez toi ». D'accord? C'est-à-dire qu'il s'y est pris d'une manière telle que c'était inimaginable pour moi de repartir sans. D'ailleurs, la question ne s'est même pas posée. Et après, une fois qu'il est arrivé chez moi, c'est là où il a commencé son travail, lui. Et donc, son travail a consisté à me faire vivre des expériences qui m'obligeaient à me positionner pour être en accord avec ce que je porte, avec mes principes, avec mes valeurs, avec qui je suis, etc., etc. Je reprends l'exemple du couple parce que c'est souvent quand même là où se jouent beaucoup de choses. D'accord? Combien de personnes restent en couple par habitude, par confort, par peur, tout simplement, de se retrouver seul, par commodité, parce que tout seul, c'est peut-être moins de revenus, moins d'argent, moins de ceci, moins de cela, etc., etc. Donc, évidemment, ça n'est pas, comment je veux dire ça, ça n'est pas le moteur premier. Mais on accepte parfois des choses qui nous sont totalement insupportables, ou en tout cas qui ne nous rendent pas plus heureux, qui ne nous épanouissent pas, juste parce qu'on a peur que ça ne soit plus. Même chose pour le boulot. Combien de personnes acceptent d'être maltraitées au boulot, mal payées, mal ceci, mal cela, parce que, encore une fois, on a cette peur récurrente de « ouais, mais si demain je perds mon boulot, alors du coup, je fais comment ?» Puis peut-être que j'ai plus à perdre qu'à gagner. D'accord? Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne pas avancer. Et du coup, les crânes, eux, quand ils arrivent, eh ben, ils vous demandent pas votre avis, ils vous mettent un énorme coup de pied au cul, et ils vous obligent à vous positionner. Ouais. Voilà.
Et donc, du Ça, coup, je le vois aussi dans mon métier. Beaucoup de mes clients, en fait, s'installent dans des habitudes et je leur dis que l'être humain est un animal à habitude et qu'en fait, on se retrouve à ne pas être heureux, à ne pas être épanoui dans une relation ou dans un travail parce que justement, c'est plus pratique, c'est plus rassurant. tout à fait, c'est exactement ça. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein, dans toutes les circonstances, et on a tous besoin évidemment de ce cadre, sauf que là où ça devient problématique, c'est quand le cadre vous empêche de vivre, ou que les habitudes que l'on a peuvent même devenir éventuellement source de douleur, de difficultés, etc., etc. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui transmettent des messages sur les réseaux sociaux, par exemple, qui expliquent que du coup, les crânes, les crânes, c'est l'énergie de l'ombre. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va vous faire du mal, qui vous en veut, qui va vous faire vivre des expériences extrêmement douloureuses, etc., etc. Et encore une fois, c'est là où on se trompe. C'est pas parce que le crâne vous fait vivre une expérience douloureuse que le crâne est dans une énergie d'ombre. Ce qui est douloureux dans l'expérience, c'est le poids de nos habitudes. En réalité, ce qui est douloureux dans une expérience, c'est la résistance que l'on y met à la vivre. Et donc les crânes, eux, en fait, ils sont pas du tout là pour nous faire vivre ce dont on a envie. Ils sont là pour nous faire vivre ce dont on a besoin. Moi, par exemple, mon envie, ça serait d'avoir une Porsche. Eh ben, une Renault, ça roule tout aussi bien avec 4 roues. Mais Vous voyez? Pourtant, mon envie, c'est une Porsche. Mon besoin, c'est une voiture qui roule. D'accord? Et tout est comme ça dans la vie. Et donc, eux vont faire en sorte, effectivement, de répondre à nos besoins. Et c'est là, souvent, la très grande difficulté, c'est que on n'a pas forcément conscience de quels sont nos besoins réels. Parce qu'encore une fois, on est pris par le poids de nos habitudes et par nos peurs. Donc, du coup, la question souvent que l'on me pose, c'est mais est-ce que les crânes, ça serait pas l'énergie de l'ombre? Par hasard. En plus, pour peu que vous imaginiez que c'est une tête de mort, ça commence à faire beaucoup. D'accord? Vous rajoutez tout ça à Infernotel dédié à Satan ou à Lucifer. Bon, ça commence à faire beaucoup. Alors l'énergie des crânes, c'est quoi, du coup? Si c'est pas l'ombre, eh ben c'est pas non plus la lumière. D'accord? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers, il y a un seul et unique grand principe, il y a une seule et grande loi, c'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que lorsque vous avez une énergie, vous avez toujours son énergie qui vient en équilibre en face. Depuis très longtemps, on entend parler de l'ombre d'un côté, de la lumière de l'autre. Et que certains seraient au service de l'ombre, d'autres au service de la lumière. Alors, en règle générale, quand vous rencontrez les gens, vous en avez très peu qui vous disent « moi, je suis au service de l'ombre ». Très peu. Vous en avez très peu qui vous disent « j'ai été au service de l'ombre ». En général, vous ne trouvez que des gens qui vous expliquent qu'ils sont au service de la lumière depuis toujours, qu'ils sont des êtres extrêmement lumineux et absolument extraordinaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à 50-50. Nous sommes autant ombre que lumière, et qu'il n'y a pas chez nous plus l'un que l'autre. Par contre, on peut, en fonction de nos incarnations, décider de servir plutôt l'un que l'autre. D'accord? Mais pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait la lumière, et inversement. Pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait l'ombre. Si je reprends le symbole du yin et du yang que beaucoup connaissent sans doute, qui est ce cercle avec une part noire, une part blanche et un point blanc et un point noir de chaque côté, ce symbole, c'est le symbole parfait de l'équilibre. D'accord? Donc imaginez que ce symbole de yin et de yang, d'un seul coup, vous décidez de réduire le côté noir. Inévitablement, pour que l'équilibre se maintienne, vous allez réduire le côté blanc. À côté de ça, si vous agrandissez le côté blanc, vous allez par définition agrandir le côté noir si vous voulez que l'équilibre soit maintenu. Ça, c'est un principe universel qui est inaliénable, c'est-à-dire que vous aurez toujours autant d'ombre que de lumière. Donc, ceux qui luttent contre l'ombre, indirectement luttent contre la lumière, et que en réalité, notre travail aujourd'hui n'est pas de lutter contre l'ombre, c'est d'apprendre à dépasser la dualité. Et quelle est la seule énergie qui permette de dépasser la dualité et d'accueillir autant l'ombre que la lumière? C'est l'énergie de l'amour. Et donc, moi, je dis que le crâne, les crânes, l'énergie des crânes, c'est l'énergie de l'amour.
D'abord parce que c'est la plus grande énergie de guérison qui soit, d'accord? Et que surtout, l'énergie de l'amour est la seule énergie qui n'est plus au service de la dualité. Si vous passez votre temps, par exemple, à considérer que vous êtes attaqué par l'ombre et que donc, du coup, il faut lutter contre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans la notion même de dualité. Moi, je donne souvent dans mes conférences cet exemple en disant, alors, j'espère ne choquer personne, et surtout, je n'utilise pas des symboliques religieuses, je suis en dehors de toute religion, de tout groupe, etc., etc. Si demain, je vous présente le portrait, allez, de Bouddha, de Marie-Madeleine, de Jésus, de Hama, de Vishnu, de qui vous voulez, d'accord? Et que je vous demande d'avoir ou de ressentir, pour l'image que je vous présente, une émotion d'amour, un sentiment d'amour. En fonction de vos affinités personnelles, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Imaginons maintenant que je vous présente le portrait d'Hitler et que je vous dise, je vous invite à avoir pour Hitler le même amour que celui que vous pouvez avoir pour Jésus, Marie-Madeleine, Bouddha, etc., etc. Vous allez probablement tous me regarder en me disant, mais t'es complètement taré. Hitler, c'est des millions de morts. C'est un génocide effroyable. Il est impossible pour moi d'aimer cet homme comme je pourrais aimer Hama, Bouddha, etc., etc., parce que ils n'ont pas fait la même chose. Et vous avez 1000 fois raison. Évidemment qu'il est incomparable, il est impossible de comparer Hitler avec Jésus, par exemple. Ok ? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hitler a suffisamment de pouvoir sur vous pour vous couper de votre propre énergie d'amour. L'énergie de l'amour, ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait, je suis capable de mettre un nom sur ce que tu as fait, je suis capable de t'emmener devant un tribunal pour être jugé des actes que tu as faits. Pour autant, je ne vais pas me couper, moi, du sentiment d'amour que je peux porter pour toi au-delà de ce que tu as fait. Et là est la véritable expérience de l'amour. Parce que sinon, si vous dites je suis incapable d'aimer parce que cet homme a fait du mal, alors ça n'est plus de l'amour puisque c'est conditionné. Et que par définition, l'énergie de l'amour, comme son nom souvent, d'ailleurs les deux sont souvent associés, l'énergie de l'amour c'est inconditionnel. Comme son nom l'indique, ça veut dire sans condition. Mais sans condition ne veut en aucun cas dire que l'on est d'accord, que l'on cautionne, ou qu'on fait de quelqu'un qui a fait du mal un héros en disant ouais il est super, il est génial, oh, putain je l'aime. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais reprendre cet exemple-là dans un exemple de couple. Imaginons demain vous êtes en couple avec quelqu'un de toxique qui vous fait beaucoup de mal, qui vous violente, qui abuse de vous, etc., etc. Mais au fond de vous, vous sentez que profondément vous êtes amoureuse ou amoureux de la personne qui partage votre vie. D'accord ? Il n'y a aucune incompatibilité entre je suis absolument amoureux de toi, mais je ne veux plus vivre avec toi. Parce que le premier sentiment d'amour que je dois manifester, il est à mon égard. Je ne peux pas être dans un lien d'amour avec l'autre si je ne suis pas dans un lien d'amour avec moi. Et donc, tout le travail des crânes, mais pas que des crânes, c'est les crânes et tout ce qui permet en fait de faire ce qu'on appelle du développement personnel, c'est d'abord et avant tout d'apprendre à s'aimer soi pour être capable de manifester et de rayonner l'amour. Et du coup, en rayonnant cet amour, effectivement, être capable du coup de changer le monde. Puisqu'encore une fois, je le rappelle, l'amour est l'énergie de guérison la plus puissante qui existe dans l'univers. D'accord ? Mais faisons bien la différence entre l'amour, c'est-à-dire ce lien inaltérable, d'accord ? Et en même temps, la capacité que l'on a à observer l'autre dans ce qu'il fait. Encore une fois, je reprends l'exemple d'Hitler. Il est hors de question de vénérer ou d'aimer Hitler au sens où on l'entend couramment, mais par contre, cet homme, malgré l'horreur absolue qu'il a commise, ne doit pas
vous coupez, vous, de votre capacité à manifester de l'amour, y compris là où c'est le pire et là où c'est le plus difficile. Et c'est ça la véritable expérience de l'amour. L'expérience de l'amour, c'est facile et c'est donné à tout le monde quand c'est face à quelqu'un euh, qui est mignon, qui est adorable, etc., etc., ou qui fait du bien. Par contre, être capable de continuer à manifester de l'amour face à quelqu'un qui commet la pire des horreurs, ça, c'est la véritable expérience de l'amour. Mais du coup, Ouais. donc, moi je défends l'idée que les crânes sont porteurs d'énergie d'amour, et que donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent être ni dans l'ombre, ni dans la lumière, puisqu'ils sont sortis de la dualité pour entrer dans l'unité. D'accord? Ce qui correspond d'ailleurs, à mon avis, à ces fameuses énergies du nouveau monde. Mais tout à l'heure, je vous parlais quand même d'un point important. Je vous disais, les crânes sont dans l'amour, mais toute énergie connaît forcément son équilibre. Et donc forcément, il y a une énergie qui équilibre l'énergie de l'amour. D'accord? Donc on va dire que pendant 2000 ans, on a expérimenté l'ombre et la lumière, et depuis maintenant quelques années, on est en train d'expérimenter un nouveau paradigme avec des nouvelles énergies, et que ces nouvelles énergies sont constituées de l'amour, d'un côté, et en face, de la peur. C'est-à-dire que le choix qui s'offre à nous aujourd'hui, le choix de société qui s'offre à nous, n'est plus de savoir si je suis au service de l'ombre ou de la lumière, ça c'est dépassé. C'est aujourd'hui de savoir si je manifeste l'amour ou si je manifeste la peur. Ce qui caractérise l'énergie de l'amour, c'est trois choses. Un, c'est la liberté. Lorsque je suis dans l'énergie de l'amour, je suis profondément libre. Libre de mes choix, libre d'être ce que je veux, mais ça veut dire que l'autre aussi est libre. L'autre est libre d'être et de faire ce qu'il veut, parce que la liberté, elle n'est pas uniquement pour moi. La liberté, elle est globale, y compris pour des gens avec lesquels je ne suis probablement pas du tout d'accord. Donc, caractéristique numéro 1 de l'énergie de l'amour, la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc ça, c'est la caractéristique numéro 2. D'accord? Ça veut dire que si je suis libre, je suis aussi en capacité d'assumer l'intégralité de mes actes et de mes choix, et que je ne peux pas m'appuyer sur les autres pour expliquer ce qui m'arrive. Et la troisième chose, c'est la joie. Donc ce qui est extraordinaire avec l'énergie de l'amour, c'est qu'on recouvre la liberté et la responsabilité, et bien évidemment la joie. Ça veut dire aussi que l'on retrouve l'intégralité de son pouvoir créateur. Ça veut dire que si je prends conscience que je suis pleinement et totalement responsable de tout ce qui m'arrive, ça veut dire que je retrouve aussi ma capacité à créer ma vie, à construire ma vie, et du coup à changer ma vie. C'est-à-dire que si je ne suis plus victime de ce qui m'arrive, mais que je suis créateur, alors je reviens aux énergies originelles, qui sont les énergies de la création, qui sont les énergies du feu, que vous pouvez appeler les énergies de Dieu, de Bouddha, comme vous voulez. Vous les appelez du nom que vous voulez. En face de ça, vous avez les énergies de la peur. Et regardez bien, votre société, aujourd'hui, elle est confrontée, elle oscille en permanence entre ces deux grandes énergies. La liberté, l'amour d'un côté, et de l'autre, en face, du coup, les énergies de la peur. La peur, c'est quoi? Elle se caractérise par trois points, qui sont, un, le besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la liberté ne va pas avec la sécurité. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. Et souvent, ça n'est aucun des deux, évidemment, quand vous choisissez la sécurité. Petit message personnel. Donc, un, c'est la sécurité, le besoin de sécurité. C'est-à-dire qu'on est capable de renoncer à la liberté juste pour être en sécurité, être protégé. Deux, c'est l'irresponsabilité. Alors, moi, l'irresponsabilité, je lui ai donné un autre nom qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, qui était la fameuse responsabilité collective. Alors ça, il va falloir me le définir, parce que autant à titre personnel, je sais ce que c'est qu'une responsabilité individuelle. Je connais ma responsabilité. Une responsabilité collective, c'est un moyen de dire tout le monde est coupable, personne n'est responsable. D'accord? D'ailleurs, c'est le petit jeu qu'on nous a joué pendant le Covid. Hein. D'accord? Tous responsables, tous machin. C'est absurde. Ça ne veut rien dire. La responsabilité collective, ça n'existe pas. N'existe que la responsabilité individuelle. Et le troisième... Tout en nous maintenant tous dans la peur, de toute façon. Mais de toute façon, c'est une des caractéristiques de la peur. D'accord? Et le troisième point, effectivement, c'est la déprime, voire la dépression. Et si vous regardez bien aujourd'hui notre société, on est en permanence basculé entre l'énergie de l'amour, où on aimerait pouvoir être libre,
être responsable et être dans la joie, et en même temps, les énergies de la peur. Je vous rappelle que l'énergie de la peur, c'est la plus grosse arme de contrôle des sociétés et des populations. Hein. Et oui. D'accord? Et si, alors, vraiment, si vous éteignez votre télé et que vous n'écoutez plus ce qu'on y raconte, vous verrez que tout va bien. Vraiment. Je confirme. Vraiment. Je confirme. Et qu'aujourd'hui, la peur est utilisée pour nous empêcher de manifester l'amour et pour nous empêcher de manifester notre liberté, d'accéder à notre liberté, d'accéder à nos pleines responsabilités et d'accéder à la joie d'être. D'accord? Oui. Et donc, moi, je suis convaincu aujourd'hui que les crânes, ils sont là pour nous aider et nous accompagner sur ce chemin-là. Voilà. Et moi, il se trouve que donc, après que j'ai accueilli ce premier crâne, j'en ai accueilli plein d'autres. Et puis qu'au bout de quelques années, j'ai décidé de me mettre totalement au service des crânes. J'ai même quitté Perpignan pour venir m'installer dans l'Aveyron, pour être dans un endroit un peu plus au calme et surtout avec un niveau de revenus beaucoup moins important. J'ai créé une association qui s'appelle la Magie des crânes de cristal parce que je pense que c'est important de ne pas être impliqué financièrement dans ce genre de mission parce que sinon ça veut dire que très rapidement on peut dénaturer le sens premier de ce que l'on est venu faire. Moi, mon rôle, il est de permettre à un maximum de gens de venir à la rencontre des crânes, de les découvrir, de les comprendre, voire éventuellement de s'y connecter, et que si j'arrive en disant, mais vous savez, quand vous venez me voir à la Maison des Crânes, à chaque fois que je vais vendre un crâne, je touche un petit bénéfice dessus qui va me permettre, moi, à la fin, de régler mes factures. Je pense que je n'ai plus tout à fait la même approche que celle que j'ai aujourd'hui, qui consiste à dire, écoutez, venez, je vous ouvre ma porte, on passe 2 heures, on discute, vous faites votre expérience, et puis, si à un moment un crâne vous appelle et que vous avez envie de devenir gardien, vous pouvez. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, au moins vous aurez fait l'expérience et vous aurez connecté énergétiquement et vibratoirement avec quelque chose qui rentrera peut-être dans votre vie plus tard ou jamais, peu importe. C'est pas la seule porte d'entrée vers le bien-être, mais en tout cas, moi mon rôle aujourd'hui c'est celui-là, en dehors de toute implication financière. Si vous allez sur mon site crânedecristal.fr, vous verrez un petit peu l'association, les principes, les crânes, etc., etc. Puis si vous avez envie de venir me voir, ce sera avec plaisir de vous accueillir ici dans l'Aveyron. Ah, mais je confirme, aller dans cette maison, c'est une expérience qu'on revivrait bien d'ailleurs, Wilfried et moi. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Voilà. Faut savoir que la route, elle est quand même relativement très aveyronnaise. Oui, ça fait partie du cheminot. Quand même. Quand même, hein. Faut pas prendre les virages trop rapidement, quoi. Faut pas faire comme moi sur le chemin du retour où j'ai un moment cru qu'on allait se tuer tous les deux. Mais bon. Non, oui, il faut être prudent. Mais bon, c'est pas. Oui. C'est de la route aveyronnaise, effectivement. C'est de la route de campagne. Il faut être prudent. Après, pour vous situer, je suis à 1h30 de Toulouse, je suis à 40 minutes d'Albi, je suis à 30 minutes de Rodez. Voilà. Je suis à 1 heure de Millau. Voilà, pour vous situer à peu près, je suis à 1h30 de Cahors. Voilà, non mais franchement, si vous avez l'occasion de passer par l'Aveyron, n'hésitez pas à aller le voir. Cette maison, alors déjà tu dis je suis gardien de quelques crânes. Je rigole parce que on rentre, il y en a partout. Il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns. Et c'est vrai que nous, on n'a pas fait exception. Chacun, un crâne nous a appelés, des petits crânes, mais moi, le mien, alors là, il est dans mon sac de sport parce qu'en fait, je suis allée à la salle de sport et j'ai parlé à la patronne de la salle de sport de toi et que ce soir, on était en live. Voilà, donc je vais pas plus lui montrer ni le crâne ni ton fascicule parce qu'elle était pas présente ce soir, mais comme au moment on y est allé 2 fois dans la journée, donc du coup voilà. Mais bon, elle se m'est dit effectivement, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée à propos des crânes, qu'effectivement dès qu'on entend parler de crâne, on pense toujours au côté sombre.
Et là où nous, les sorcières, on te rejoint, c'est que nous, on travaille sur le shadow work, donc le travail du côté sombre. Et c'est pas Becky qui va me contredire. Quand on travaille dessus, effectivement, moi, je travaille dessus avec quand même deux entités qui sont pas des moindres. Disons quand même Morrigan et Lilith. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe qui et on travaille pas avec ce genre d'entité facilement non plus. Des fois, ça pète un peu. Mais c'est vrai que bah, je vois par exemple Nelly qui, dès que je lui ai parlé des crânes, oh là là, non, non, faut pas me parler des crânes, machin. Tout de suite, elle était partie en sucette parce qu'elle se Hum, disait, oh mon Dieu, les crânes, etc. Mais non, c'est normal. Non, mais c'est normal. non, pas forcément. Après, il y a il y a quand même enfin, décidément, il y a un conditionnement religieux, hein. Oui. Dans la religion catholique en particulier, la place du crâne, c'est quand même le jugement dernier, c'est le bannissement. Mm. C'est voilà, il y a quand même, mais c'est normal, hein, notre civilisation est comme ça et on va pas se flageller pour ça. Euh, le crâne, effectivement, dans notre civilisation, Mm. la mort en règle générale est un énorme tabou. Et puis effectivement, la religion est venue ancrer un certain nombre d'idées. Donc Ah bah, effectivement, ces a priori sont tout comme parfaitement contre normaux et les j'ai sorcières, l'habitude. hein. Tout comme contre la sorcellerie, les sorcières. Wilfried a une question à poser. Alors juste, je vais montrer ce bracelet. C'est un de mes deux bracelets sur lequel il y a des crânes que j'ai acheté avec une personne qui va souvent en Inde, donc qui a été fabriqué en Inde et qui, dans la culture hindoue, représente l'ego. Tout simplement. Donc, comme quoi, en fait, le crâne n'est pas forcément à connotation Pas négative, du tout, pas du suivant tout. les cultures, en fait, Pas en du tout. Ah oui, réalité. totalement, totalement. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traditions, de civilisations où le crâne a toute sa place, hein. Tout à fait. Donc, vas-y, Wilfried, il voulait poser une Alors, question. Je peux te montrer si tu veux, tu peux approcher. Non, il veut pas se montrer. Bon, vas-y, pose ta question. Je t'écoute. bon, allez, je vais vous montrer. Voilà. Bon, alors, c'est que quand on s'était vu, t'avais parlé des crânes voyageurs, mais pas de légende. Est-ce qu'il y a une légende entourant un crâne voyageur? Pas spécialement. Non, non. Les légendes autour des crânes, en fait, il y en a trois. Après, on va dire qu'il y a les légendes qui parlent des crânes en règle générale. Et puis après, à l'intérieur des crânes, on va trouver des familles de crânes, comme les crânes voyageurs, effectivement. Les légendes autour des crânes, il y en a trois, essentiellement. La légende maya des 13 crânes de cristal. La même chez les Aztèques qui parle de 52 crânes. Et puis, il y a une dernière légende qui est une légende amérindienne qui, elle, explique qu'il existerait 12 planètes dans l'univers et que chacune de ces 12 planètes aurait encodé un crâne de cristal et que les civilisations qui sont présentes sur ces 12 planètes seraient venues déposer les crânes de cristal à la surface d'une 13e planète, qui serait une espèce de planète laboratoire, et que cette 13e planète, ça serait nous. Donc en fait, c'est dans les légendes, d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que très souvent quand on parle de crânes de cristal et qu'on parle de la légende des 13 crânes de cristal, beaucoup de gens racontent que les fameux 13 seraient des crânes extraterrestres et qu'ils auraient été fabriqués et taillés par les extraterrestres. Encore une fois là-dessus, on n'a aucune preuve, on ne sait pas, ça reste de la légende, mais c'est vrai que comme tout objet un peu mystérieux dont on ignore l'origine et qui fait souvent, pour lesquels il y a souvent beaucoup de controverses, bah effectivement, voilà, c'est souvent ce qui va revenir, c'est extraterrestre. Les pyramides, on ne sait pas, c'est extraterrestre. L'Atlantide, on ne sait pas, c'est extraterrestre. Les crânes, on ne sait pas, c'est extraterrestre. C'est possible, mais encore une fois, on n'a aucune preuve. Et après, tout ça reste du domaine de la croyance. Donc, moi, je dis, il n'y a aucun problème à croire. On est tous pleins de croyances. Là où, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait des croyances que l'on porte. Voilà. Est-ce que je les utilise pour devenir un homme ou une femme meilleur, ou est-ce que je l'utilise pour essayer de contrôler, de dominer les autres en leur expliquant ce qu'ils ont à faire? Et c'est un peu le problème aussi de notre société aujourd'hui, c'est que on a des croyances qui s'opposent, et qu'aujourd'hui tout est devenu croyance, encore plus avec le développement des réseaux sociaux, où on ne fait plus la différence entre croire et savoir, et qu'encore une fois, c'est pas grave de croire, c'est pas grave de croire que les licornes existent, qu'il y a des sorcières, qu'il y a des crânes, qu'il y a des chamans, qu'il y a de l'énergie dans l'air, c'est pas grave, à condition que ça fasse de vous des hommes ou des femmes meilleurs. Euh, si vous utilisez vos croyances pour expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, eux, pour être meilleurs, et qu'ils doivent faire comme vous, parce que sinon, ça fait des gens qui ne seront pas à la hauteur,
et ben là, effectivement, on arrive dans le fameux gourou, qui sont des gens qui, effectivement, sont là pour dominer à des fins ou égotiques ou financières, etc., etc. Oui, Mais oui. autour des crânes, effectivement, il y a ces trois légendes. Et puis après, à l'intérieur des légendes, c'est toujours des crânes de cristal. Et puis après, les crânes vont prendre différentes formes, comme les crânes voyageurs, les crânes baby, les crânes extraterrestres, les crânes allongés, les crânes plus classiques, etc., etc. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de légende spécifique qui est attribuée aux crânes voyageurs, en fait. Et tu penses qu'il en existe une? À chacun de construire la sienne, peut-être. Voilà, à chacun d'imaginer ou de ressentir ou de recevoir peut-être des informations. Oui, il y a sans doute des choses à connecter, à comprendre. Je pense quand même que les crânes voyageurs sont plutôt récents, c'est-à-dire que, à ma connaissance, ils existent depuis une dizaine d'années. On n'a pas trouvé de crânes voyageurs anciens, donc on sait que souvent les légendes sont plutôt liées à des histoires qui sont anciennes. Maintenant, rien n'empêche demain de recevoir des informations qui vont permettre de comprendre qui ils sont et d'où ils viennent, et que en racontant cette histoire-là, ça puisse à la longue devenir une légende. Voilà, c'est tout à fait possible. Quand tu travailles avec en soins énergétiques avec les crânes, il y a des crânes, j'ai vu il y avait des sorcières, il y avait également bien sûr les crânes voyageurs et il y a aussi les dragons. Est-ce que tu Ouais. travailles de façon différente avec les différentes entités que tu as autour de toi? Alors non. Alors, c'est pas le même travail que de travailler avec les crânes, avec les dragons, avec Merlin, avec Marie, avec la Rose, avec Marie-Madeleine, etc., etc. C'est pas les mêmes énergies, donc c'est pas exactement le même travail. Mais c'est vrai que moi, quand je fais un travail d'accompagnement énergétique, je ne sélectionne pas qui vient m'aider. Moi, je suis l'intermédiaire entre la personne qui m'appelle et puis les entités qui m'accompagnent. Donc effectivement, quand je fais des soins énergétiques, peuvent venir à moi les crânes, les dragons, Merlin, Arthur, Marie-Madeleine, Jésus, Bouddha, voilà, tous ceux qui, quelque part, ont envie de venir aider la personne qui m'a contacté. Mais je mets pas de conscience spécifique à dire. Le seul moment, à la rigueur, où je vais mettre un appel particulier, c'est sur des problématiques très spécifiques où je peux faire appel à l'archange Michael. Où là, effectivement, j'ai besoin de son épée pour venir couper quelque chose, ou pour venir effectivement faire un peu le ménage. Mais sinon, moi, je suis plutôt au service. Moi, je suis juste l'intermédiaire bienveillant entre des personnes qui m'appellent, qui ont une problématique, et puis les énergies qui m'accompagnent. Et d'ailleurs, j'ai même pas toujours conscience de qui est avec moi, de qui m'accompagne, de qui fait le travail, etc., etc. Moi, je me mets un peu en retrait et je fais juste un peu l'interprète entre les gens qui me parlent et puis les énergies qui m'accompagnent. Voilà. Mais après, pour chaque objet a son énergie et chaque énergie est différente. C'est pas la même énergie pour les dragons que pour les crânes, que etc., etc. Chaque énergie est différente. Oui, c'est bien ce qui me semblait que les énergies étaient quand même différentes Bien sûr, suivant bien sûr, bien sûr, bien sûr, absolument. les dragons, ils me semblent plus côté élément feu, on va Oui, dire, que par rapport au crâne. tout à fait. Oui, oui. Le Les dragon, crânes, je c'est dirais plus élément air en fait. Enfin, moi, c'est un petit peu ce que je ressens. alors après chacun doit se sentir libre et surtout se faire confiance dans ses ressentis. Effectivement, oui, les dragons, c'est l'énergie du feu, donc c'est l'énergie de la transformation. Le crâne, c'est l'énergie du savoir et de la connaissance, et le dragon, c'est l'énergie du feu, donc c'est l'énergie de la transformation. Donc effectivement, on travaille pas de la même manière avec les crânes et avec les dragons. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement j'ai pas vu sur le live. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu dois être médium. J'ai pas vu si, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des questions qui étaient passées ou pas. Non, Parce que moi, alors ça prend tout j'ai l'écran, du coup, jeté je vois rien. quand même un œil, puis il y a mes sorcières préférées qui sont là. Il y a Becky, donc là, le coven des sorcières que tu vois, c'est Becky. Laura, c'est une de nos petites élèves, et Noémie, c'est aussi une de nos élèves. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde sur le live, en fait, malheureusement. Ok. Donc, il y a eu du passage, j'ai vu du passage, mais les gens n'ont pas parlé. Donc, si vous avez des questions, les filles, allez-y, c'est le moment. Arrêtez de tapoter. Elles ont tapoté, en fait. Elles doivent avoir une crampe aux doigts, c'est quoi? Noumi,
Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Elles sont peut-être en train de. Bah, sinon, on va en rester, sinon on peut en rester là, ça fait 1 heure et demie, puis j'ai la voix qui commence Ouais, j'ai vu ouais, que ça c'est raclait pas compliqué. mal. Et puis j'ai oublié de prendre mes pastilles, donc du coup, c'est pas simple. Ah ouais. Mais Ok, bon. Sinon, alors, je voudrais bien te donner des tic-tac, mais bon, non, on est un on est un peu, peu bah, on loin. est quand même à 1 heure d'écart quand même, Non, mais j'ai mes là. pastilles à côté, c'est juste que j'ai oublié de les prendre avec moi pendant le live, en fait. Ouais. Alors, il y a Becky qui te dit, c'était super, merci. Avec plaisir. Merci Olivier pour ce matin, Marie, voilà, Mopsy 56 qui te dit, merci Olivier pour ce matin, Marie. Ah oui, d'accord, Super. ok, ok, bah super. Peut-on se connecter à un crâne sans l'avoir véritablement vu en achat sur la boutique? Bien sûr, bien Demande sûr, Laura. bien sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, Il Laura. y a même des crânes qui viennent en rêve. Hmm. Donc oui, 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 toutes les formes de connexion sont possibles. On peut, sans les toucher, on peut sans même les avoir vus parfois. Enfin, c'est très surprenant. Mais bon, après, pour les gens qui sont intéressés éventuellement, qui auraient des questions, n'hésitez pas. Si vous allez sur mon site internet ou sur mon TikTok ou sur tous mes réseaux sociaux, vous avez toutes mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il faut. Oui. Et du coup, s'il y a des questions ou des choses qui vous viennent même par la suite, parce que des fois, c'est pas toujours évident de parler comme ça en direct et en live, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et j'y répondrai avec plaisir. Parfois, ça prend un petit peu de temps, mais je réponds toujours. Alors, merci Olivier de la part de Chamina et Et François. François, ben, merci à vous deux d'être là. Merci à vous deux. Laura, la matière dans laquelle est créé le crâne a un impact sur son pouvoir comme les pierres? Non, 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 non. Justement, l'énergie du crâne est différente de l'énergie de la pierre. Et je dis toujours aux gens, si vous voulez l'énergie de la pierre, achetez la pierre. D'abord, ça vous coûtera moins cher, et puis au moins vous serez sûr d'avoir l'énergie de la pierre. Si vous prenez un crâne, l'énergie du crâne va souvent être plus forte que l'énergie de la pierre. Donc du coup, alors parfois, par contre, ça peut être un indicateur, mais on regarde éventuellement la pierre à la fin. C'est-à-dire qu'en fonction de la pierre dans laquelle a été taillé le crâne, vous aurez peut-être une indication sur ce qu'il va travailler pour vous. Mais on ne choisit jamais un crâne sur la base de sa pierre. On le choisit sur la base de ce que l'on a ressenti. Ah oui. Et donc du coup, ça Ah veut dire oui, qu'il faut oui. mettre un peu de côté son mental aussi. Il faut complètement oublier le côté la taille, le poids, l'origine, la provenance, la pierre, etc., pour se consacrer uniquement au ressenti. Et puis une fois que vous avez établi le lien et le contact Mm. et que vous avez décidé de l'accueillir, à ce moment-là, on peut au travers de la pierre essayer de deviner un peu sur quoi il va travailler, mais ça marche pas à tous les coups. Voilà. Non, mais je confirme, hein, moi, c'est vrai que perdu au milieu de cette pièce, il y en avait tellement de partout et j'étais toujours attirée vers le même endroit, en fait, hein, là, devant cette fenêtre et c'était dans les petits, là, ceux qui sont dans la petite Hum, boîte. Il y en avait un et c'était le noir avec, cette espèce de tache rouge, là, qui m'attirait irrémédiablement, quoi. Il y avait pas il y avait pas à chercher plus loin. c'est À ça. chaque fois, je revenais par là, C'est chaque fois. c'est ça. C'est ce qu'on appelle un appel. Ouais. Bon, Et ça moi, marche. dès que j'ai vu le mien, c'était pareil. Ouais, il a été appelé aussi. On a été appelés tous les deux, hein. Oui, Mais oui, je pense qu'on n'est c'était pas clair. venus par hasard, hein. Bon, j'ai l'impression, j'ai l'impression. Alors, faut-il le garder toujours sur soi comme un talisman? Non, non, non du tout. Vous pouvez l'avoir Non. avec vous, vous pouvez le laisser à la maison, vous pouvez l'avoir à côté du lit ou dans le salon. Vous pouvez partir en vacances ou pas avec. Voilà, il n'y a pas de nécessité de l'avoir avec soi. Il n'y a pas besoin de nécessité, il n'y a pas de nécessité qu'il soit au contact du corps pour fonctionner. Voilà, il va être à partir du moment quelque part où on est en lien avec, la connexion est faite en fait. Et après qu'il soit, moi aujourd'hui par exemple quand je prends pas tous mes crânes avec moi. J'en ai, je sais pas, 50 ou 60 rien qu'à moi. Je pars pas avec tous mes crânes. Par contre, je suis toujours connecté avec eux. Ouais. Moi, je l'ai posé entre. Alors, j'ai ma tablette qui est là sur mon bureau avec le téléphone dont je me sers pour la plateforme, pour le boulot, et je l'ai posé entre les deux. Parfait. Et puis après, Voilà. des fois, il va bouger. Des fois, on va avoir envie de le prendre avec soi. Puis des fois, on a moins envie. Puis faut s'écouter. En Au fait, tout là, début, ouais, je le trimballais partout, et puis après, j'ai eu le besoin de le poser sur mon bureau. c'est ça. Mais en fait, il faut vraiment s'écouter soi. Il faut se faire Mm. confiance. Les crânes sont aussi là pour développer notre intuition, du coup. Ouais. Bon, Ok, ben voilà. bon bah s'il y a plus de questions, on va libérer Olivier Mais qui n'a sinon, plus de voix. j'ai une C'est ça. dernière question pour Olivier, Oui. désolé. Dis-moi. Est-ce que tu as déjà demandé à un crâne voyageur ou un autre crâne l'origine de ces fameux crânes voyageurs? Ah, euh,
Alors, oui et non. Non, j'ai pas fait moi de recherche spécifique en termes de connexion avec eux, mais un des premiers crânes qui est venu à moi est un crâne voyageur, et il s'est présenté à moi comme venant de Sirius, Ok, De? de Cyrus. La galaxie d'Orion. Sirius est potentiellement, dans les fameuses légendes, l'endroit d'où les hommes seraient originaires avant d'arriver sur Terre. D'accord. Voilà, donc je Intéressant. te donne une piste, mais maintenant, si toi tu as d'autres ressentis, d'autres intuitions, fie-toi à tes intuitions à toi. Mhm. Voilà. Ok, Ok? merci. Je t'en prie. Bon, Bon, allez, mais on va te libérer. ça marche. J'avoue Merci. que moi, il faut que j'aille me doucher. Je suis pas douchée de la salle. J'ai pas eu le temps. Et moi, je vais aller prendre une pastille, je crois. Ouais, et puis bah écoute, merci infiniment pour ta présence, Merci à toi pour pour ton toutes tes invitation. explications. C'est avec plaisir. J'espère que ça a intéressé les personnes qui sont restées là, Ben, j'espère. notamment mon coven. Merci mon coven d'être là. Et merci aux personnes qui te connaissent, qui sont passées aussi, c'est très sympa. Absolument. Ça me fait très N'hésitez plaisir. pas à aller vous abonner à la magie des crânes de cristal, à prendre contact avec Olivier si vous en ressentez le besoin. Ouais, Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est quelqu'un de d'adorable, merci. je dis. Voilà. Et nous, on reviendra te voir, je pense, sur les beaux jours, Avec grand quand plaisir. je pourrai. Avec grand plaisir. Voilà. Ça marche. Ben écoute, je te remercie infiniment. Merci à Le toi. prochain live, ce sera avec Sandrine qui est astrothérapeute et ce sera la semaine prochaine. Oui, c'est en plusieurs épisodes. Donc c'est une amie à moi qui est en Bretagne et qui est passée tout à l'heure, je l'ai vue, avec son journal Kelawen. Braise. Et donc, elle va nous parler, bah, effectivement, de son métier d'astrophérapeute et elle est également auteure de livres. Génial. Et ben, Voilà. une bonne interview et bon live à toutes les deux. Ouais, bon, y a pas de souci. Alors, Sandrine, je la connais depuis fort longtemps. Voilà. En Merci tout à tout le cas, monde. Et merci merci à toi. infiniment à tous ceux qui sont passés. Merci à toi d'avoir animé ce live. Avec grand plaisir. Pardon pour ta voix. Ah, moi, je pas de ta faute. Mais ça fait 15 jours quand même. Et ben, je vous souhaite à tous, à tous et à toutes une bonne soirée, une belle soirée. Bonne Et soirée. je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Allez, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir Olivier, au revoir tout le monde. Comment on fait pour arrêter le live maintenant, c'est la question.